On a commencé. De la part de Pathfinder International, du Fonds mondial pour les femmes, de DKT International, and du Women réseau First MAMA Digital. I et welcome de all. Women First Digital, Very important. je vous accueille tous et toutes pour cette réunion très importante. L'avortement médical, comment donner aux femmes et aux filles le contrôle de leur corps. Je m'appelle Crystal Lander, je suis une féministe, je fais depuis longtemps un plaidoyer pour la justice et j'apprends toujours et je suis vraiment As I enthousiasmé know, par cette réunion d'aujourd'hui, ce webinaire. Je sais que je vais apprendre autant que vous. Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer les liens critiques entre les stratégies mondiales, l'activisme des femmes et la fourniture de produits médicaux. Pour beaucoup de femmes qui habitent aux États-Unis, il y a eu un effort concerté visant à limiter l'accès des femmes à des services d'avortement sans danger. L'accès aux contraceptifs a été menacé, notamment dans le sud des États-Unis et dans le Midwest du pays. Mais avec la nouvelle loi contre l'avortement du Texas, qui s'appelle SB 8 et qui a attiré l'attention de l'ensemble du pays, de plus en plus de femmes aux États-Unis se trouvent dans une situation où elles ont beaucoup plus de mal à avoir accès aux avortements et notamment aux avortements autogérés, aux avortements médicaux. Les organisations qui travaillent dans le monde entier pour accroître l'accès à l'avortement sans danger et l'avortement autogéré voient maintenant qu'il y a énormément d'informations sur leur site web aux États-Unis et pas seulement en Afrique et en Asie. Et comme je l'ai mentionné, je travaille à Pathfinder International, je travaille surtout en m'enseignant sur ce qui se passe dans d'autres pays. Mais quand je pense à des pays comme l'Argentine, le Mexique et l'Irlande qui deviennent plus progressistes en matière d'avortement, alors que mon propre pays va dans l'autre sens. Nous avons un groupe varié de participants et de participantes ici aujourd'hui et j'espère que les bailleurs, les personnes, les champions, les gens qui nous soutiennent vont mieux comprendre l'écosystème de l'avortement médical pour nous permettre tous de soutenir mieux les femmes et les filles et les personnes de tous les genres qui cherchent des services d'avortement sans danger. Donc pendant la discussion en table ronde, nous allons parler du rôle que joue l'avortement médical dans l'accès à l'avortement pour atteindre la couverture médicale universelle. Les organisateurs espèrent que vous pourrez mieux comprendre la situation de l'avortement médical dans le monde entier. Et je vais commencer par la définition de l'OMS sur l'avortement autogéré. Comme vous pouvez le savoir, voir devant vous, c'est la définition. Je vous donne quelques instants pour le lire. See that? Translation. Et vous pouvez voir la traduction qui est à droite. Donc, la gestion médicale de l'avortement nous donne un point de départ. Certaines des choses clés qu'il faut connaître, c'est que cela donne du contrôle aux personnes concernées et permet de mieux avoir accès aux ressources disponibles. Pour vous donner une idée de ce qui se passe, nous avons une carte de l'accès aux inscriptions pour le misoprostol. Ici, vous voyez les pays où il est approuvé et ça date d'octobre 2021. C'est tout à fait à jour. Et la mifepristone a été approuvée dans les pays suivants avec les dates d'approbation. Et vous voyez ici que l'inscription, l'enregistrement, l'agrément pour les médicaments, on en parlera beaucoup plus en détail, mais il y a des différences considérables entre les pays. Mais c'est un processus complexe et il faut une stratégie pour gérer ce problème. Et c'est pour ça que je me suis adressé à des experts de points de vue différents et d'origines différentes qui vont nous montrer comment accéder à ces services et médicaments. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Je vais demander à Claire Croisset de nous dire qui vous êtes, quelle est votre organisation et comment vous travaillez dans ce domaine. Oui, je m'appelle Claire Croisset, je suis directrice assistante du programme basé à Chicago et nous essayons de
trouver des solutions pour les soins, l'avortement et l'accès aux contraceptifs dans le monde entier. Et nous nous efforçons de mieux faire comprendre quels sont les obstacles à surmonter, notamment pour l'obtention de services et de produits nécessaires pour l'avortement autogéré, car il y a des différences en fonction des différentes parties prenantes. C'est très varié. Oui, merci. Merci. Steve, maintenant, je vous passe la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Steve Luboya. Je suis conseiller technique pour Pathfinder dans le domaine des soins pour l'avortement. Et j'habite en Zambie et je suis passionné par ce que nous faisons. J'ai 10 ans d'expérience de la fourniture de services de soins pour les avortements et j'ai joué le rôle de mentor également, mentor clinique auparavant. Avant de rejoindre Pathfinder, je suis heureux de participer à ce webinaire. Merci. Merci. Sybille, maintenant, vous avez la parole. Merci. Je m'appelle Sybille Nezi. Je suis un activiste pour les droits humains et je travaille dans le cadre de l'initiative pour donner accès à la jeunesse, à l'avortement médical. Je suis basé au Nigeria. Je travaille sur les droits de la santé, et la reproduction pour les femmes et les filles, et j'ai participé à différents ateliers de travail, et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci. Et enfin, Chris. Bonjour de Washington. Je m'appelle Chris Purdy, je suis président de DKT. Nous sommes une organisation de marketing social et nous travaillons à la fois sur la chaîne d'approvisionnement pour nous assurer que les avortements médicaux et les médicaments nécessaires pour ces types d'avortements soient à la disposition de tout le monde et qu'ils soient proposés à des prix très bas. Et nous assurons également une formation pour aider les prestataires de soins et les consommateurs à avoir accès à ces produits et pouvoir les utiliser. Voilà en quelques mots ce que je fais. Merci, excellent. Donc, les membres du participants, vous pouvez voir que nous avons un groupe d'experts dans le panel et nous allons commencer dès maintenant et nous allons montrer à nouveau la définition de l'avortement autogéré. Et je vais commencer avec Claire. De votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est un bon point de départ, la définition de l'avortement autogéré, mais il faut bien sûr une discussion. Il y a beaucoup de couches dans cette définition. Ce que je vois lorsqu'on parle d'avortement autogéré, pour être candide, je veux dire que je travaille vraiment dans ce domaine, mais je trouve que souvent, je change de définition souvent et en fonction des projets sur lesquels nous travaillons. Et il y a des produits qui coûtent trop cher dans beaucoup de cas, mais ce que nous voulons, c'est essayer de changer le pouvoir, changer le contrôle pour donner accès à ces produits aux femmes, pour les habiliter à obtenir ces soins. Mais du point de vue de l'exploitation, lorsque nous fournissons différentes ressources pour les personnes qui cherchent un soutien médical en cas d'avortement, surtout les personnes qui ne sont pas à proximité de centres de santé, je pense qu'il y a une définition qui est un peu différente. C'est qu'il y a des femmes qui vont essayer d'obtenir un avortement sans soutien clinique ou médical du tout. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des ressources supplémentaires qui soient disponibles pour ces femmes. Et je pense
que ma réponse, c'est que definition. oui, je suis d'accord avec les définitions de l'OMS, mais What is the true je value? pense aussi qu'il faut réfléchir à la valeur ajoutée d'une définition qui est très, très large. Nous parlons de quelque chose de très conceptuel, alors que je pense qu'il nous faudrait une définition plus concrète qui permettrait aux gens d'avoir accès aux problèmes. Vous avez tout à fait raison, c'est très intéressant ce que vous dites et je pense que c'est important d'avoir des normes, mais souvent c'est hors d'atteinte pour beaucoup de gens. Je vais revenir à vous. Maintenant, vous avez travaillé beaucoup avec des femmes enceintes dans la vie réelle, au quotidien, dans votre réseau. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Est-ce qu'elle a un sens pour les gens avec lesquels vous travaillez? Oui, merci. Les définitions de l'OMS, je pense, ça concerne les personnes après le premier trimestre qui prennent des médicaments sans supervision directe d'un prestataire de soins de santé. Mais je pense que dans le cadre du réseau MAMA, nous pensons que selon cette définition, bon, il est acceptable d'avoir un avortement, on peut simplifier l'avortement, mais seulement dans une clinique ou dans un centre médical qui offre des services d'avortement précis pour les femmes. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des femmes qui se trouvent en dehors de cette zone de confort pour l'avortement et c'est difficile pour elles. Donc, c'est acceptable, bien entendu, d'avoir cette définition. Et dans notre réseau MAMA, nous acceptons cette définition de l'OMS, mais il faut aller au-delà parce qu'il ne faut pas oublier d'autres aspects comme la stigmatisation et des autres problèmes qui concernent auxquels les femmes sont confrontées. Il faut parler de ça aussi. Et le réseau MAMA est une organisation collaborative de femmes, d'activistes dans toute l'Afrique. Et je pense que cette définition de l'OMS est acceptable parce que notre travail est aligné sur les directives de l'OMS et nous suivons les définitions et le protocole. Merci, oui. Effectivement, là, nous parlons au niveau sur le terrain pour parler des femmes qui recherchent d'avortement. Je vais m'adresser à Chris maintenant. De votre point de vue, vous travaillez à un niveau différent sur la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce que cette définition, à quoi elle vous semble pour vous? Mais d'abord, je veux saluer l'OMS pour son courage pour avoir présenté cette définition, parce que ce n'est pas facile pour l'Organisation mondiale de la santé qui doit tenir compte des nombreux pays dans lesquels cela sera interprété de façon très différente. Donc, je pense que c'est excellent qu'il y ait une définition. Ce n'est pas parfait, bien entendu, car cela parle beaucoup de l'expérience clinique. Mais je pense qu'on peut dire que l'énorme majorité des femmes qui utilisent ces produits, le misoprostol et la mifepristone, ont besoin d'aide. Dans un monde idéal, tout le monde pourrait avoir accès à des prestataires, ce qui n'est pas forcément le cas pour recevoir du soutien et des conseils. Donc, il reste encore des questions auxquelles il n'y a pas. What Sybil talked about and maybe ce qu'a dit Sybil, c'est que la réalité et l'expérience des femmes et des filles qui se rendent dans une pharmacie et très souvent, pour obtenir ces médicaments, très souvent, où elles peuvent aller en ligne, sur Google pour essayer de trouver des informations. Et donc ça, c'est la réalité pour la majorité des femmes. Donc en ce qui concerne de DKT, nous ne travaillons
pas dans un contexte théorique, mais ici, nous travaillons avec les clients, avec les consommateurs directement là où ils en ont besoin. Donc, faire en sorte que le produit soit disponible, où ils peuvent les acheter, où elles peuvent les acheter, et faire en sorte que lorsqu'elles saisissent ces informations, elles obtiennent les informations et les services dont elles ont besoin. Merci beaucoup. Je vais revenir sur ce concept d'information ici, ou cette expérience. Steve, de votre côté, je sais que vous travaillez beaucoup avec des gouvernements, avec la société civile, les organisations de la société civile, et avec des différents projets sur l'avortement sécurisé. Est-ce que c'est bien connu dans votre contexte? Oui, ça n'est pas une définition parfaite, mais c'est un excellent point de départ parce qu'elle ouvre la porte, car elle le pousse en dehors du concept du contexte médical. Donc, ce sont des options bien au-delà des méthodes habituelles. Bien sûr, cette définition implique énormément le système de santé, et il faut comprendre ce que cela signifie et ce à quoi va ressembler ce système de santé dans ce contexte particulier. Mais en tant que point de départ, je pense que c'est excellent. Qu'est-ce que cela signifie pour les partenaires de mise en œuvre? Quand on continue d'envisager l'avortement comme une intervention médicalisée, donc ici, ça va dans le sens de démédicaliser l'avortement. Question numéro 2, il y a énormément de choses sur lesquelles nous devons parler. Question numéro 2, on avait parlé de réseaux modernes, le réseau MAMA, faire en sorte que nous utilisons chaque opportunité possible pour faire avancer les choses. Quels sont les travaux de plaidoyer que vous utilisez par le biais de ce réseau, et dans quel contexte, quels ont été les meilleurs travaux de plaidoyer? Dans le réseau MAMA, nous avons utilisé une approche activiste et inclusive pour démédicaliser l'avortement, mais aussi changer le pouvoir vers les utilisateurs en intégrant les droits de l'homme et des femmes, faisant en sorte que l'avortement devienne un droit, utiliser les principes féministes pour faire en sorte que ce soit éthique, juste, mais aussi le respect des femmes, mais aussi pour leur autonomie et leur choix. Donc, utiliser ces procédures permet à donner de l'autonomie pour qu'elles puissent avoir accès à des informations, à ces services et à ces produits pour faire en sorte. Et de cette façon, cela permet de concrétiser ces mesures de santé sexuelle et reproductive. Mais cela permet aussi de surligner les stratégies existantes, par exemple, de reconnaître, de prendre, par exemple, ces médicaments chez soi, mais aussi obtenir des informations de soutien. Et si l'avortement doit avoir lieu de toute façon, faire en sorte qu'il ait lieu dans des conditions les plus sécures et les plus sûres possibles. Merci beaucoup. Non, allez-y.
Je ne veux pas vous interrompre. Nous pouvons renforcer notre travail de plaidoyer avec les différentes parties prenantes, mais aussi les différents acteurs, mais aussi avec les personnes qui travaillent sur le terrain, par exemple les politiques, les pharmaciens, les ONG, les gens qui travaillent dans le marketing social. Donc, c'est l'approche intégrée et intégrante avec laquelle nous marchons. Oui, je vois vous travaillez énormément. Claire, on a entendu parler des informations, l'utilisation de l'Internet. C'est là où, dans le monde entier, c'est là où la majorité des informations peuvent être trouvées. Comment est-ce qu'on garde les personnes en sécurité? Parce que tout ce qui est sur Internet n'est pas toujours correct. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler? Comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation? Bien sûr. Donc, comment faire avancer les choses et faire en sorte que ces gens aient accès aux bonnes informations? C'est le travail de collaboration et de visibilité. La visibilité vient d'un aspect technique, par l'optimisation des moteurs de recherche, en comprendre les comportements, mais aussi les algorithmes de Google pour qu'il ne... Il y a toute une équipe qui travaille pour faire en sorte d'améliorer justement ces recherches, qu'elles ne saisissent plus, mais parlent aussi. Donc, il y a ces outils donc, où on ne tape plus sur son ordinateur ou son téléphone, mais on parle. Donc, c'est un travail avec ces organisations. Alors, évidemment, il y a énormément de mauvaises informations, de fausses informations. On a travaillé avec Google et Facebook pour elles essaient d'enlever ces organisations qui font la promotion de mauvaises informations ou d'informations fausses. Donc, nous sommes aussi en négociation avec ces espèces de garde-fous pour qui arrivent à reconnaître ces organisations néfastes. Donc, dans ce monde numérique, il y a toute une armée qui travaille sur ce sujet, sur cette question, pour essayer de comprendre comment les gens utilisent ces informations numériques. Donc, le deuxième point de votre question, c'est que plus il y a de conversations de cette sorte, elles sont très souvent isolées. Je ne pense pas qu'il y a véritablement de consensus sur notre travail de plaidoyer. Il y a quelques années, j'ai fait une présentation avec Plan C qui font un travail fantastique. Donc, on a parlé justement de l'avortement médicamenteux aux États-Unis, mais au final, une des personnes de la conversation, elle était prestataire de soins, elle était infirmière en Californie et elle était une génération au-delà de moi. Et elle m'a dit, je me sens pas bien avec ce que vous faites, ça me met mal à l'aise, mais pas nécessairement parce que c'est faux, parce que pour ma génération, il fallait que cet avortement ait lieu au sein des cliniques, alors que maintenant, vous êtes en train de parler que ça ait lieu en dehors de ces cliniques. On a parlé pendant longtemps sur ce sujet et très souvent, j'ai l'impression qu'il y a cette dichotomie entre cet avortement autogéré. Et il ne s'agit pas de s'éloigner des soins de santé, évidemment, parce que ça peut être dangereux. Il faut garder cela il faut rester unifié sur la façon dont il faut avoir accès aux soins. C'est un excellent point en tant que personne qui a travaillé pendant très longtemps au planning familial. J'ai effectivement une perspective en tant que quelqu'un qui vit aux États-Unis, mais aussi complètement différente pour quelqu'un qui a travaillé dans des pays un peu moins favorisés. Donc, je vais redonner la parole à Steve pour
justement sur ces soins autogérés et ces soins cliniques. Vous avez travaillé dans un des pays les plus difficiles dans le monde et la réalité que c'est parfois une question de perspective. Et si votre perspective, c'est l'accès à la clinique ou aux informations, même si c'est difficile d'avoir accès, c'est très différent en fonction de l'endroit où vous vivez. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce point, sur autogéré, ou est-ce que c'est clinique? Est-ce que c'est un ou un et? Est-ce que c'est inclusif ou exclusif? Et ensuite, Chris, je vais vous repasser la parole. Hein? Donc, Steve, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, autogéré. Le scénario commun, c'est qu'une femme qui obtient médicaments dans une pharmacie, et la plupart du temps, avec très peu d'informations ou des informations inadéquates. Donc, le plaidoyer sur lequel nous devons travailler, c'est d'abord comment est-ce que nous rendons ces produits disponibles. Nous parlons très souvent, nous ne disons pas à quel point il est accessible et nous ne parlons pas de cette accessibilité. Donc, une chose à considérer, c'est que quels que soient vos efforts dans un système médical, il faut que le secteur public intègre ces produits dans le système, car très souvent, ces médicaments sont disponibles, mais les stigmates est trop forte pour avoir accès. Donc, comment nous travaillons avec le service public pour faire en sorte que ce produit soit disponible au sein du secteur privé? Donc, je pense que ça, c'est un des points principaux. Deuxièmement, il existe peu de lois qui spécifient que ces produits soient disponibles. Les réglementations existantes sont des politiques, mais ce sont des barrières. Très souvent, ce sont des barrières qui n'existent pas véritablement dans les faits. Donc, il faut travailler avec les gouvernements pour éliminer complètement ces obstacles et ces barrières qu'ils mettent en place dans leur politique pour faire en sorte que ces produits soient disponibles de façon publique et de façon privée. Donc ici, on ne parle pas de prestataires de santé, mais ici de faire en sorte que ce soit disponible au public. Donc, il faut commencer la conversation sur la façon dont nous devons les soutenir pour éliminer toutes ces barrières qui sont dans les politiques, mais pas nécessairement dans les lois. Merci beaucoup. Donc, j'ai l'impression que vous dites on a besoin des deux, mais dans la majorité des pays, il s'agit toujours que ce soit clinique et pas uniquement de façon autogérée. Et ça, on en revient au fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais Chris, je veux te passer la parole parce qu'on a parlé d'aller en ligne, de trouver des informations, des réseaux, passer beaucoup de temps. Je travaille avec beaucoup de réseaux sur le terrain, mais les ressources ne sont pas présentes si elles ne sont, enfin, ça n'a pas lieu si les ressources ne sont pas disponibles sur le terrain. Ou alors on obtient un mauvais produit. Comment est-ce que vous travaillez pour faire en sorte que vous en obtient le bon produit et faire en sorte qu'on n'obtient pas, que ces mauvais produits ne soient pas disponibles? Yes. So first of all, I think this is a wonderful conversation. D'abord, je voudrais dire que c'est une excellente conversation et ça permet de mettre to break down some of those silos et essayer de comprendre ce qui se passe et de permettre aux gens de sortir de leur silo parce que se rend compte que des gens qui travaillent dans un secteur ne sont pas au courant de ce qui se passe dans un autre secteur en matière de soins. Donc, il est important de reconnaître tous ces agréments
n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu beaucoup de travail fait sur le terrain par des décideurs, par les activistes, pour préparer le terrain pour des groupements, organisations telles que DKT ou d'autres qui peuvent importer les médicaments et produits nécessaires. Mais une fois que nous avons ces produits dans les pharmacies, il faut quand même faire un travail d'éducation, de formation des consommateurs et des consommatrices pour l'utilisation de ces produits. Donc, il faut créer un écosystème et il faut faire en sorte qu'il y ait une pollination croisée, si j'ose dire. Et je voudrais mentionner une autre chose sur les cartes que nous avons vues, et ça a peut-être frappé les gens, c'est que sur la carte du misoprostol, la plupart des pays qui étaient colorés, beaucoup de pays étaient colorés, il y a beaucoup d'écarts. Mais le misoprostol est beaucoup plus disponible que la mifepristone. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir un agrément pour la vente du misoprostol que de la mifepristone. Donc, je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a des produits différents disponibles dans des pays différents. Mais pour répondre à votre question plus précisément, comment faites pour nous assurer que les produits sont disponibles dans les pharmacies? Je pense que c'est comme pour tout le monde lorsqu'on essaye lorsqu'on veut mettre des produits tels que même des allumettes ou des boissons gazeuses à la disposition de la population, il faut avoir les moyens techniques qui permettent de transporter ces médicaments, de répondre à la demande, de comprendre cette demande. Et la demande souvent est alimentée par les médias. Il faut expliquer ce que sont ces produits, comment on y a accès, qu'est-ce qu'on fait avec eux et comment on peut former le personnel des pharmacies, les prestataires de soins, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et infirmières et s'assurer que ces produits sont disponibles de telle sorte que quand une femme va sur un site web, on lui parle de ça, du Réveil Mama ou autre, et qu'on lui dit d'aller acheter ce produit dans une pharmacie, il faut faire en sorte que ce produit est disponible et à un prix abordable pour cette femme. L'autre chose que je voudrais mentionner ici, et souvent il y a un schisme ici entre les organisations qui font le plaidoyer et les organisations qui veulent traduire les idées dans la réalité, c'est que souvent il y a des problèmes de mauvaise gestion, à la fois de l'approvisionnement en médicaments et des procédures médicales. Donc il faut tenir compte de tous ces problèmes et faire en sorte que les problèmes qui existent soient résolus, parce que dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas la possibilité de parler avec des médecins de leurs besoins d'avortement, de leurs désirs d'avortement. Bon, nous ne disons pas que nous sommes parfaits ou que tout le monde est parfait, mais l'idée, c'est qu'il faut reconnaître que nous avons tous besoin d'aide les uns les autres. Et Chris, vous avez parlé un peu de cela. Peut-être que je n'ai pas expliqué suffisamment ce que je voulais dire au sujet des mauvais produits pour les de mauvaise qualité, mais qu'il y a beaucoup de femmes et pas seulement en Afrique en Asie, mais également aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui ont des obstacles lorsqu'ils veulent obtenir un avortement. Il y a toujours des gens en ligne, des organisations en ligne qui proposeront des produits qui n'ont aucune valeur. Et donc, il faut être sûr qu'on puisse différencier entre les produits valides, légitimes et les autres. Donc, comment est-ce qu'on pourrait augmenter l'information en ligne pour aider à ce que les produits soient mis à disposition des utilisatrices potentielles dans le monde entier, mais également de faire en sorte que les femmes ne subissent pas de problèmes médicaux en conséquence de l'utilisation de produits qui ne sont pas légitimes. Donc, il faut faire très attention. Il y a un accès, mais il faut qu'il y ait du fait qu'il y a des organisations qui abusent de cela et qui essayent d'obtenir des profits en fournissant des produits de mauvaise qualité. Oui, c'est un problème réel qui existe dans différents pays. Il y a des lois aux États-Unis qui est des fois difficile pour les femmes de faire valoir leur droit à l'avortement. Et il y a des gens des organisations qui tirent parti de ces difficultés pour essayer de proposer les produits qui ne sont pas légitimes. Mais je pense que
dans l'ensemble, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment beaucoup de produits de mauvaise qualité qui sont proposés aux utilisatrices. Et je pense qu'il faut une différence entre la mifepristone et le misoprostol. En général, of mifepristone around the il y a world, where there pas have been eu tellement issues and question marks. de problèmes avec la mifepristone. C'est surtout avec le misoprostol qu'il y a eu des problèmes, car c'est un produit qui ne survit pas bien en cas d'atmosphère humide ou extrêmement chaude. Et le produit se détériore très vite s'il n'est pas stocké de façon appropriée. Malheureusement, il y a eu des problèmes à cause de cela. Beaucoup d'entre nous qui travaillons dans la chaîne d'approvisionnement ont fait des efforts pour faire tester tous ces produits en discutant avec les fabricants et faire en sorte qu'ils améliorent leur qualité, leur système de conservation. Et je pense qu'il y a encore des problèmes dans certains pays plus que dans d'autres, bien entendu. Nous travaillons très dur pour cela. Je veux dire qu'une femme doit d'abord une femme va sur un site web pour se renseigner où est-ce qu'elle peut obtenir des produits ou services d'avortement. Et c'est là qu'il faut insister sur la qualité des sites. Et c'est évidemment ce que je voulais dire, Claire. Lorsque vous avez parlé de ce problème auparavant, comment on fait pour faire en sorte que les femmes aillent sur le site web approprié pour obtenir les informations correctes? Bon, c'est important qu'il faut faire en sorte que les femmes ne soient pas dupées, trompées, qu'on leur propose des produits qui ne sont pas corrects. Bon, on voit le problème aux États-Unis, mais c'est sûrement encore pire dans d'autres pays. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire en sorte que les femmes obtiennent vraiment ce qu'elles cherchent? Oui, en fait, je peux parler beaucoup mieux de la situation dans le reste du monde, bien que je sois aux États-Unis, parce que je travaille surtout avec les pays étrangers. Notre travail est surtout axé sur le produit. Il y a deux approches qui sont suivies. Nous parlons directement aux utilisatrices, les personnes qui ont besoin de soins pour un avortement, et également nous parlons aux prestataires. Et nous avons deux sites web qui présentent des informations pour l'utilisation sans danger des produits pour l'avortement. Je pense que nous avons des profils sur plus de 50 pays maintenant qui indiquent où on peut aller pour obtenir un avortement sans danger dans le pays, chacun de ces pays. Et ça montre des images, des photos, des pilules, des médicaments qui sont sûrs, et ça montre donc les produits qui sont légitimes dans les pays concernés. Nous fournissons des instructions en disant aux femmes combien de pilules elles doivent prendre, par exemple, et il y a des pilules qui sont fictives, il y a des médicaments qui ne... c'est évident, des fois qu'ils ne sont pas bons, mais des fois il y a une propagande, des informations incorrectes qui essaient de convaincre les femmes de les utiliser. Donc il faut mettre en garde les femmes contre ce risque, et nous utilisons les services d'organisation tels que Médecins sans frontières pour essayer d'informer non seulement les femmes qui peuvent utiliser ces produits, mais également les prestataires qui leur donnent des conseils. Et nous préparons donc les femmes en leur montrant ce qu'ils doivent faire pour se préparer en vue de l'avortement. En ce qui concerne les prestataires, nous créons également des séances de formation en ligne, et nous travaillons maintenant avec une organisation internationale qui nous aide à mettre en place des formations, des programmes de formation pour les personnels des pharmacies, les étudiants en médecine, les travailleurs agents de santé communautaire ou autres, mais ce sont des cours qui ciblent des personnes spécifiques en fonction de leurs compétences particulières, et ça fait plusieurs années que nous avons lancé ces programmes. Ils ont été mis à jour parce que beaucoup de choses ont changé depuis 3 ans, et donc nous voulons faire en sorte que lorsque quelqu'un va voir un médecin ou un pharmacien ou une sage-femme en parlant d'un besoin d'avortement, cette personne pourra avoir des réponses concrètes, et que nous voulons pouvoir faire en sorte que les conseils donnés soient appropriés
et que la qualité des services soit bonne. Donc, nous donnons des conseils concrets, non seulement aux personnes qui utilisent ces médicaments, mais également aux prestataires qui fournissent ces médicaments. Et comme Chris l'a mentionné, nous faisons en sorte que nous essayons d'apprendre aux gens, aux organisations à conserver les produits dans des conditions sûres, pas trop humides ou pas trop chaudes, par exemple, pour être sûr que les produits I think a theme of restent valables, restent bons et ne soient pas toxiques. having the Bon, tools, having nous savons que pour donner le contrôle des femmes sur leur corps, il faut la formation, il faut de l'éducation, c'est important. Et il faut partager des ressources. Et nous voulons que vous puissiez aider les personnes dans votre pays. Et donc, nous allons leur fournir des informations dans la zone de chat, vous voyez, ou par email que vous enverrez ensuite. Mais Steve, je voudrais revenir à vous. Et on a parlé de beaucoup de choses, mais je voudrais revenir à la question qui consiste à mettre l'avortement sans danger pour le faire sortir de l'ombre. Nous savons que tout le monde n'a pas accès forcément à un prestataire, mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les gens puissent non seulement ne pas être exposés à des dangers, mais qu'ils disposent des informations about nécessaires pour utiliser ces ressources? On a parlé déjà des sites web. Je sais que vous avez governments passé who beaucoup are de temps dans différents pays pour voir ce que les gouvernements font dans leurs pays respectifs et pour assurer qu'ils font les choses de la bonne façon. Mais d'après votre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent, par exemple, les gens les bailleurs, les agents de santé communautaire et autres, qu'est-ce qu'ils devraient apprendre et savoir? Oui, pour faire sortir l'avortement médical de l'ombre, je pense qu'il y a des questions de sécurité, mais surtout, peut-être encore plus que ça, des questions d'accès, la difficulté d'accès. Parce que il faut que, pour que l'avortement médical soit considéré efficace, il faut que les gens aient les informations nécessaires, que les femmes disposent des informations nécessaires sur les médicaments et autres. Et il faut que les femmes puissent avoir accès à ces spécialistes. Donc, la sécurité est importante, mais l'accès me semble encore plus important. L'accès, pour moi, à ce sujet, c'est qu'il faut comprendre la différence entre les avortements sans danger, les avortements dangereux. Et pour cela, il faut comprendre les révisions des concepts de l'OMS sur la sécurité de l'avortement. En ce qui concerne les avortements qui ne sont pas très sûrs que ceux qui sont vraiment dangereux. Il y a différents types d'interventions et différents types de risques, différents niveaux de risques. Je pense que si on peut insister sur le passage à un niveau un peu moins dangereux de l'avortement, ce sera déjà un grand résultat important. Donc, il ne faut pas simplifier excessivement en disant qu'il y a des avortements qui sont sans danger ou qui sont dangereux. Il y a tous les différents niveaux entre les deux. Donc, il faut essayer d'améliorer le niveau de sécurité des avortements dans les différents pays. Et il faut que les femmes puissent avoir accès à des systèmes plus sûrs qu'auparavant. Et il est important des fois de négocier, si j'ose dire, pour se rencontrer à mi-chemin, parce que, par exemple, on a vu en Amérique latine, par exemple, des exemples où les avortements sont souvent illégaux, mais certains gouvernements permettent l'accès au misoprostol, par exemple, qui peut être très utile, qui donne accès, parce qu'il y a des lois qui sont difficiles à surmonter, notamment sur l'accès aux prestataires pour des avortements, mais si des médicaments tels que le misoprostol et la mifepristone sont disponibles, cela peut aider effectivement. Donc c'est important d'assurer la disponibilité de tels produits pour rendre le rôle du gouvernement positif, et nous travaillons beaucoup dans ce but. Et il y a un travail de plaidoyer qui est important. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nous pouvons à la fois améliorer les informations et améliorer la qualité des produits? Les personnes avec qui nous avons parlé font beaucoup d'efforts, mais les résultats varient suivant les pays. Et il y a des exemples dans un pays d'Afrique
il y a des paquets de misoprostol, par exemple, qui montrent des images to women et who des feuilles They de don't need papier qui donnent des conseils understand how to go. aux femmes qui n'ont pas besoin, dans ce cas, d'avoir accès à un prestataire, parce qu'ils ont des informations très précises dans les paquets qui accompagnent les produits. Donc, c'est un rôle de plaidoyer qui est très important. Et dans la chaîne d'approvisionnement, il faut faire en sorte que Availability ces of different produits soient bien présentés et soient clairs pour les femmes qui vont les utiliser. things that we are Et que ce soit donc des to say that informations de qualité. Et je veux dire à nouveau because que le rôle du gouvernement est très important parce que le rôle des organisations réglementaires, c'est très important et ça permet de clarifier l'accès. Et je pense qu'il y a différentes approches qui sont utilisées pour assurer un avortement sans danger, pour permettre aux femmes de comprendre les problèmes. Et l'OMS less using a fourni une assistance avec meilleure. And Sybil, I wanted to come over to you. Maintenant, quels sont les activistes pour quel travail peuvent faire les activistes pour soutenir vos efforts? En ce qui me concerne, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'être soutenus pour qu'ils puissent améliorer l'accès aux avortements sécurisés, sans danger. Très bien, merci. Question, pareil pour vous, Chris. Qu'est-ce que peuvent faire les activistes pour soutenir vos efforts? Parce qu'ils sont en ligne, ils sont dans la ligne de mire un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est lier les femmes sur le terrain aux produits, aux services que nous offrons, les lier ou les connecter avec les bonnes informations, ou peut-être améliorer la coordination et des discussions entre les groupes, entre DKT et d'autres groupes qui rendent ces produits disponibles pour qu'ils comprennent le coût d'un produit, où ils peuvent le trouver, s'ils trouvent une pharmacie où il n'y a pas de par exemple, le misoprostol, par exemple, on peut se rendre sur le terrain et pour améliorer les conditions. Merci. Et Claire, qu'est-ce que vous en pensez? La même chose, je pense que, donc financement, bien évidemment, le financement est critique. Je commencerai par là. Mais aussi la visibilité, l'engagement, mais bien sûr le partage des informations, relier, connecter, bien sûr que ça a des excellentes conséquences. En ce qui nous concerne, le soutien linguistique, je crois que notre site web a été traduit en 35 langues, mais nous produisons également énormément de contenu parce que ce contenu est notre façon d'être présent au début de la recherche Google. Donc, s'il y a des personnes ici qui écrivent, des éditeurs ou qui sont spécialistes en langue, qui peuvent réviser du contenu traduit de façon importante, c'est excellent. Je voudrais juste ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je ne veux que personne quitte cette conversation ou cette réunion sans parler de sécurité, mais sans penser que l'utilisation de ces médicaments, misoprostol, mifistol, c'est extrêmement sûr et sans danger. Même quand vous êtes dans une situation où vous le prenez seul, c'est extrêmement sans danger. C'est probablement plus sûr que d'être enceinte dans un grand nombre de pays. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail à faire dans l'expérience pour ces femmes. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec la définition de l'OMS qui dit que c'est plus ou moins sécure. Ça n'est pas nécessairement correct. Je comprends le lien politique de ces définitions, mais je ne pense pas que ce soit exact. Donc, je ne veux pas que vous quittiez cette réunion en disant que ce n'est pas sûr, ce n'est pas vrai.
et je veux aussi clarifier cela aussi. Quand on parle de médicaments, nous savons qu'il il y a toujours le marché, les marchés secondaires, ces femmes qui, nous voulons faire en sorte que ces femmes qui tombent enceintes ont les bonnes ressources et soient dirigées vers les bonnes informations et les bonnes ressources. Donc, et j'entends énormément cela aux États-Unis. Très souvent, elles pensent, elles y pensent parce que les lois et les politiques ont changé un petit peu dans ce pays. Donc peut-être justement les mettre en contact avec d'autres endroits dans le monde pour justement favoriser l'autogestion. Claire, je vois les commentaires qui ont été faits ici dans le chat et j'ai parlé de l'importance de l'autogestion. Je veux revenir, faire en sorte que je sois bien comprise. Je pense que l'autogestion peut complètement exister en dehors des cliniques. Si une personne veut ou souhaite avoir un abordement, je pense que ces médicaments sont sûrs, sont suffisamment sécurs pour qu'ils puissent les autogérer. Et bien évidemment, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir accès à une expérience clinique. Mais je pense qu'ils doivent travailler ensemble avec les prestataires de soins. Ça revient à la définition de l'autogestion. De quoi parlons-nous ici? Si on en parle de façon holistique, c'est un changement de pouvoir, un changement de contrôle. Donc, c'est la personne qui choisit la méthode. S'ils se sentent plus à l'aise d'aller dans une clinique, il n'y a aucun problème. Elles peuvent même prendre leurs médicaments sur place. Et si elles veulent avoir cette procédure à la maison de façon autogérée, aucun problème aussi. Mais c'est juste un changement de pouvoir, c'est un changement de contrôle. Donc, il ne doit pas y avoir de conflit. C'est à la personne que cela revient. Je crois que c'est un point très important ici. Et en tant qu'activiste, on a tous et tous retrouvé dans cette situation. Très souvent, on choisit pour les femmes parce qu'on pense que c'est ce qui est mieux pour elles. Et on en revient à rendre le contrôle à la personne, à la femme, et leur donner le choix, le plus de choix possible. Steve? Sans vouloir répéter ce qu'ont dit mes collègues, les activistes souhaitent travailler avec les réseaux communautaires, notamment sur le partage des informations, mais aussi pour toutes ces femmes qui veulent avoir une expérience en dehors des cliniques. Si nous pouvions avoir ces activistes travaillant de façon plus proche pour permettre un meilleur accès et permet aussi donc non seulement aux soins, mais aussi à ces médicaments, notamment dans les pays à faibles ressources, pour faire en sorte que ces pays soient disponibles, mais que ce soit des produits de qualité. Et en dépit des lois favorables, les femmes voyagent dans d'autres pays parce que les produits sont plus disponibles en Tanzanie qu'en Zambie. Donc, cet accès aux médicaments est vraiment un point clé. Et autre chose que je voudrais ajouter, et je vais revenir à la définition de sécurité, je pense vraiment que le rôle de l'activiste doit aller au-delà de ce partenariat avec la communauté, mais aussi pour voir comment ils peuvent travailler avec les ONG en termes de visibilité. Car très souvent,
il y a un manque de compréhension. Donc, comment faire en sorte que ces activistes qui travaillent au sein de ces programmes, comment travaillent main dans la main avec ces ONG? Parce que très souvent, ce manque de partenariat a des effets extrêmement néfastes. Si nous avons plus d'activistes sur place, ils pourront travailler mieux avec les partenaires. Vous avez tous été absolument fantastiques. Donc maintenant, je vais donner la parole au public, comme vous l'avez vu, a été particulièrement présent dans le chat. Donc Steve, question pour vous. Vous en avez parlé sur cette question en ce qui concerne notamment les systèmes religieux en Afrique. Donc, comment est-ce que vous faites pour travailler? Comment est-ce que le secteur privé, notamment, fait un travail de plaidoyer pour aller au-delà de ces idées reçues dans votre travail? Donc, Steve, vous commencez, ensuite je vais passer la parole à Sib. Donc, gardons à l'esprit, c'est le rôle de plaidoyer ne consiste pas à permettre l'avortement, mais comment est-ce qu'il tolère? Donc, et comment est-ce que nous faisons passer le message de cette tolérance auprès des leaders? En utilisant les données locales, des scénarios réels, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu de ce que les femmes vivent. Donc ici, ils ne vont jamais le soutenir de façon ouverte, ça c'est très clair. Mais je pense que c'est vraiment la stratégie. Donc, Sybille, comment est-ce que vous le faites par le biais du réseau Mama? Nous agrandissons l'activisme en garantissant que l'information sur la sécurité passe aux femmes, qu'elles soient disponibles partout, par exemple dans les cliniques, dans les pharmacies, pour que les femmes et les filles puissent y avoir accès, mais aussi créer des formations parce que les résultats montrent que les femmes, mais aussi les femmes elles-mêmes peuvent avoir peur, mais ici, il s'agit de leur redonner le contrôle de leur corps. Donc, il s'agit de démocratiser les informations en traduisant le protocole en langue locale, en langue native, en dialecte. Donc, nous incorporons aussi, pour minimaliser les crimes, donc, nous travaillons avec la loi, nous travaillons avec un réseau d'avocats, mais aussi nous partageons des informations, des messages, parce que récemment, par le biais du réseau Mama, nous avons effectué énormément de recherches sur l'efficacité de ces médicaments, sur la qualité des soins, mais par le biais de Hotline. Merci beaucoup. Chris, vous avez tous répondu de façon formidable. Comment est-ce que nous gérons les obstacles au niveau des ordonnances, mais aussi pour l'accès dans le secteur public, donc avec la chaîne d'approvisionnement? Comment est-ce que, si vous ne travaillez pas, est-ce que vous travaillez uniquement avec le secteur public ou pas? Ou comment est-ce que comment est-ce que vous faites de l'accès aux ordonnances? Donc ici, il faut souligner que la majorité
des personnes qui recherchent l'accès à l'avortement le font, en particulier dans le secteur privé. Il y a un certain nombre de pays où c'est moins le cas, mais je crois que en majorité, c'est le cas. Et ça, donc, ou dans le secteur civique, ou les ONG ou les cliniques ONG. Donc, en général, les gouvernements n'offrent pas ces services et ne sont pas les innovateurs dans ce secteur, bien évidemment. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est le prix. Parce que le coût de l'avortement médicamenteux revient sur la table. Il y a des idées préconçues et je reçois un grand nombre de ces messages. Je suis de l'autre côté de la conversation ici. Donc, je vais vous poser la question ici. Je vais poser la question aux participants, mais aussi au public. Quel est un coût raisonnable pour avoir accès à un avortement? Est-ce que c'est 25 centimes, 25 dollars? Il y a énormément de débats sur le sujet et le prix est un sujet très, très important pour faire en sorte que c'est intéressant pour les pharmacies, que les médecins n'offrent pas ces services gratuitement. Donc, je pense que c'est une question très importante à poser. I know I've seen some of these names in here. I know they're going to give you feedback on that. Je sais que vous allez recevoir du feedback à ce sujet, je n'ai aucun doute. Mais Claire, How do you get les ordonnances, comment vous les obtenez? Oui, je pense que les gens ont accès à des ordonnances depuis les années 80, dès les années 80 au Brésil. Par exemple, il y avait certains médicaments qui s'étaient indiqué que ça pouvait avoir un effet négatif sur une grossesse, donc ils ont utilisé ces produits parce qu'ils avaient un effet secondaire sur l'avortement. Donc, c'était pas. Il faut donc former les gens, il faut leur montrer qu'il faut utiliser les produits à bon escient. Car souvent, il y a des gens qui arrivent à trouver les moyens d'utiliser différents médicaments pour mettre fin à l'avortement, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution, pas forcément le meilleur produit. Donc, mais je vais mentionner un problème, c'est que souvent, il faut avoir des conseils dans différentes langues. Il faut être sûr que les gens puissent comprendre la langue dans laquelle on fournit ces conseils. Et donc, il faut nous avons développé un système de prestataires de 75 pays avec beaucoup de langues et qui peuvent trouver les personnes qui ont besoin de services, identifier les personnes qui posent une question et leur fournir des informations dans la langue qui est leur langue maternelle, une langue qu'ils peuvent comprendre. Donc, c'est important pour revenir à cette question de savoir de confiance. Il faut que les gens puissent prendre des décisions en disposant d'informations qu'ils puissent comprendre. Oui, merci. Steve, je voudrais ajouter aussi quelque chose. Comment est-ce que nous pourrions faire ce plaidoyer acceptable par les parties prenantes? Nous avons eu des exemples de bénéfices de l'intégration de l'avortement parmi d'autres services. Par exemple, en Asie, dans certains pays, on a fourni des systèmes de lutte contre certaines maladies, les a associés à des possibilités d'utilisation de produits pour l'avortement médical. Et donc, souvent, des fois, c'est la langue qui est utilisée pour faire un plaidoyer pour l'avortement. Ça peut passer mieux dans un pays ou dans un autre, suivant les conditions politiques, culturelles. Et certains activistes peuvent faire leur travail d'une certaine façon s'ils peuvent utiliser un langage qui ne va pas à l'encontre des tabous d'une société donnée. Donc, je pense que quand nous avons une conversation, si cette conversation porte uniquement sur l'avortement, ça risque de poser des problèmes dans certains contextes, alors qu'on peut trouver
et il y a des SRIH. façons de parler de l'avortement comme une partie Access to family planning. d'un système d'aide pour la santé de la femme. Et Great. donc, il faut présenter les informations sous un angle un peu différent des fois, si c'est nécessaire. Feminist Et movements quel and était le rôle des mouvements féministes, des mouvements de justice, d'équité entre les genres? Comment est-ce que ce travail a permis d'accomplir des résultats? Est-ce qu'il y a eu des how campagnes? that Vous pouvez nous dire comment ça marche? Vous avez vu dans votre réseau, est-ce que ça marche plus dans certains pays que dans d'autres? All right. Mama Network, Oui, dans notre réseau, 25 countries with nous ciblons 25 pays organizations. et avec 56 organisations. We promote the health equality Et nous faisons la promotion de ces services et produits sur une base éthique et nous faisons la and believe promotion de l'équité et de l'égalité. it is Et ethical for nous expliquons que different populations c'est to have autonomy to choose. éthique, une question d'éthique pour Respect about d'avoir pour une population d'avoir le droit de choisir, avoir l'autonomie nécessaire pour choisir. Recently, we did a Et conference, nous avons organisé une conférence Mama Conference récemment that du réseau MAMA together 40 qui Mama member organizations a rassemblé 40 organisations countries. du réseau de 17 pays différents et ils ont travaillé ensemble pour Other essayer d'enseigner, d'échanger les connaissances entre pairs. Et nous avons fait en sorte que les pays où il y avait le moins d'informations reçoivent ces informations sur la sécurité de l'avortement dans les conditions décrites. to link with Et the ces conférences sont des link événements and internationaux qui permettent d'échanger les informations en tenant compte de ce qui marche le mieux dans les différents pays. Et est-ce que ce mouvement féministe, mouvement pour la justice sociale, est-ce que c'est intégré à votre travail, en particulier dans votre réseau? Oui. Parmi les membres, nous avons des mouvements féministes, des organisations de justice et d'équité entre les genres. Et l'une des approches de MAMA, c'est d'être inclusif. Donc, il s'agit d'habiliter les organisations et d'aider à disséminer les messages en matière de droits humains et de permettre aux organisations de travailler ensemble. Et pour nous, l'habilitation des femmes est très importante. Pour nous, la communication d'information est très importante et cela permet d'obtenir des résultats en aidant les gens à prendre leurs propres décisions, quelles sont les options pour leur santé, pour leur corps, en cas de grossesse. Et je pense que c'est quelque chose qui habilite les femmes pour prendre les décisions, d'avoir la capacité de prendre des décisions en connaissance de cause, la capacité de décider ce qu'il faut faire, quand le faire et comment mettre fin à un avortement. Merci, c'est très bien. Chris, une question particulière pour vous sur la stratégie du TKT au Mexique. Vous avez déjà dit qu'il y avait une intégration dans votre travail. Est-ce que vous pourriez parler de façon plus précise de ce que vous faites là? Oui. Comme vous le savez peut-être, le Mexique a légalisé les soins pour l'avortement au-delà de la ville de Mexico. Et donc, nous sommes en train au Mexique de nous baser sur les travaux qui ont été faits aux États-Unis, où par exemple, nous avons une organisation qui nous permet de faire le travail en ligne pour faciliter l'avortement en donnant des conseils aux femmes. Et nous voulons essayer de faire cela au Mexique. Et notamment, nous encourageons les femmes, si elles veulent, à venir au Texas pour obtenir un avortement. Donc, ça va prendre du temps, mais nous essayons de travailler dans ce sens. Ça va prendre du temps, mais nous continuons le travail. Et pour le réseau MAMA, comment est-ce que
vous avez obtenu le financement par des bailleurs pour l'avortement médical, pour les comment finance civile. Comment est-ce que ce réseau MAMA est financé sur ce plan? Funding is diverse. Le réseau MAMA est financé par Normally, when there différents is a bailleurs. call for proposal, Nous bénéficions de soutien de différentes parties prenantes et nous avons un système de préparation d'offres et actuellement nous avons plusieurs bailleurs qui nous aident et ce dont nous avons besoin, c'est d'un financement qui soit aussi ciblé que possible, qui nous permette de fournir des services variés et avec des produits variés, parce que sinon, il y aura une pénurie. Et nous voulons avoir des systèmes qui nous permettent de fournir des produits et des services dans différentes langues. Donc, ce que le réseau MAMA fait, c'est de demander à des organisations de nous aider à faire notre travail plus efficacement et il s'agit de trouver des moyens de rendre le système concret et pratique et MAMA aidera les organisations qui peuvent montrer qu'elles for everyone, obtiennent des who is résultats. funding Et pour maybe tout le those monde, maintenant une question pour tout le monde, qui est-ce qui more finance informational medical abortion, expanding les fournitures d'accès, d'informations sur l'accès des avortements sûrs? S'agit-il de réseaux? S'agit-il de bailleurs individuels? Donc, Claire, vous voulez commencer? Women First Digital is donor Oui, bien funded. sûr. Women First Digital joue un rôle très important. Nous sommes en train d'essayer de comprendre l'évolution in terms of the different pour montrer comment nous utilisons des filières variées, y compris de nouvelles filières, pour communiquer les informations. Nous travaillons pas seulement avec les bailleurs working side by dans side. des régions particulières, mais nous travaillons avec des organisations bien établies qui sont présentes sur le terrain, qui fournissent des services sur le terrain et qui ont une composante numérique dans le travail sur le terrain. Et nous savons In the digital space, que we can comme many on-the-ground nous pouvons restrictions that surmonter différents obstacles sur le terrain parce que nous avons l'expérience d'autres pays, par exemple, de comment faire pour communiquer les informations sur l'accès so our et approach utiliser les ressources de façon judicieuse. and Et oui, nous sommes financés par des bailleurs. talking about various Et si Please toute follow. personne veut parler de ce système de financement, je serais heureuse d'écouter aussi. Chris? Oui, je pense qu'il y a toujours souvent certains bailleurs qui fournissent plus d'aide, notamment pour assurer un accès sécurisé à l'avortement. Et DKT reçoit un soutien de certaines organisations du gouvernement suédois qui nous aide beaucoup. Le Children's Investment Fund Foundation supporte DKT. Et dans certains pays, ça peut être le gouvernement néerlandais ou d'autres fondations, bailleurs bilatéraux, donc une gamme étendue de bailleurs. Je dois dire qu'à peu près 70% du travail que nous faisons dans le monde est financé par les revenus des ventes. Donc, ce sont des clients qui sont nos bailleurs principaux. Quand une femme achète un paquet de produits pour l'avortement, nous réinvestissons cet argent pour produire plus de tels produits, tels médicaments. Et ça représente à peu près 70% du budget d'exploitation de DKT. Et cela nous montre que nous sommes durables, mais nous avons quand même besoin d'un complément de fonds de bailleurs parce que nous n'avons pas tout à fait assez d'argent pour continuer sans l'aide extérieure. Et Steve, est-ce qu'il y a une façon d'obtenir du soutien du gouvernement par les budgets de l'État? C'est ce qui se passe dans certains pays. Le financement des avortements
est difficile par le secteur public, parce que même quand on demande de soutien pour la formation ou de la formation sur l'accès, je pense que c'est difficile. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de limitations pour obtenir le financement de tels services sur le terrain. Donc, il y a des opportunités à l'extérieur, de bailleurs, d'organisations qui soutiennent beaucoup de pays, mais les quantités sont insuffisantes car la demande est beaucoup plus élevée dans ces pays. Et je pense que la Clinton Foundation, par exemple, a suggéré des façons d'augmenter l'accès dans les pays à faible revenu. Et elle utilise un système de qualification, de préqualification, mais beaucoup de pays n'ont pas encore approuvé ces possibilités, mais nous essayons de soutenir les gouvernements qui proposent des changements, et je pense que ces gouvernements doivent s'approprier ces stratégies. Ça peut être très any work we do around comprehensive abortion care, even if it's post-abortion care. Même si c'est possible, cela peut contribuer ou passer à échelle cet accès au niveau des communautés. En Tanzanie, il y a un programme où nous introduisons l'utilisation de misoprostol, alors que la politique du pays ne le reconnaissent pas. Après 3 années de plaidoyer, on a réussi à faire en sorte que ce soit accepté et voir dans le système gouvernemental accepter le misoprostol. Donc, faire en sorte d'avoir le misoprostol sur le terrain est un excellent point de départ en tout cas. Donc au moins au niveau de l'expérience de ces femmes, tout programme doit le présenter excellent. Il nous reste encore quelques minutes et je voulais ouvrir la conversation aux panélistes. Et si vous souhaitez poser des questions des uns aux autres, est-ce qu'il y a, donc aux panélistes ici, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser aux autres panélistes? Je sais qu'il y a énormément d'activités dans le chat. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez clarifier? Une question pour vous, Chrissy. Il s'agit de l'approbation des gouvernements, et s'agit-il uniquement d'argent ici? Ici, vous me mettez dans une situation un peu délicate. Donc, je crois qu'il faut vraiment énormément de gens pour résoudre ces problèmes. Donc, il faut énormément de parties prenantes, énormément d'acteurs qui soient impliqués. Et évidemment, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que si vous lâchez ce panier, il ne vous reste plus grand-chose. Donc, il existe un grand nombre de solutions pour financer cet avortement médicamenteux, mais c'est une façon, c'est une approche difficile. Comment les payer, que ce soit aux États-Unis ou au Congo, c'est la même histoire. Donc, réduire les coûts de cet avortement médicamenteux, c'est la première étape, mais ça n'est pas le coût principal. Donc, il y a différentes approches.
Mais l'avantage ici d'avoir différents acteurs, c'est justement essayer de retirer ou d'éliminer ces obstacles, notamment s'il y a ce travail de groupe communautaire. Donc, chacun y met du sien. Autre question qui vient de nous parvenir. Il n'y a pas de panacée ici. Mais de votre perspective, de votre point de vue, vous parliez des États-Unis, mais aussi de faire passer au niveau global. Est-ce que ça va devenir le seul accès à l'abortion pour essayer d'éviter tout l'aspect politique autour de cet avortement? Steve, je vous donne la parole en premier. Est-ce que c'est la direction dans laquelle nous allons ou pas? Sibylle, allez-y. Dans le réseau Mama, nous croyons que la sécurité, nous croyons à la sécurité. L'avortement médicamenteux et qu'il soit autogéré ou clinique et sécure, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre, car s'il y a des difficultés, par exemple, s'il y a des complications pour cette femme, elle va être emmenée à la clinique. Donc, je pense que l'un est lié à l'autre. Mais oui, excellent point. Excellent. Donc, bien sûr, il y a toujours un rôle pour les soins au sein des cliniques. Steve, je voudrais dire que la nouvelle définition de soins autogérés va être diffusée d'ici la fin de l'année. Donc, j'en ai déjà eu un aperçu et je suis ravie de voir l'évolution de cette définition de sécurité de l'OMS, ou notamment de ces soins autogérés. Donc ici, en ce qui concerne la sécurité et les résultats probants, donc quand nous regardons de près ces interventions, mais aussi ces soins autogérés, il y a énormément de processus. Tout d'abord, c'est le conseil et les informations. Le deuxième, c'est l'accès au processus ou à la procédure. Et troisièmement, c'est le suivi après la procédure. Le problème ici, en ce qui concerne le suivi, c'est comment faire en sorte que les femmes obtiennent la contraception post à l'avortement. Donc, il faut justement continuer ce travail de suivi. Deuxièmement, en ce qui concerne l'acceptation, certains sont tolérants et vont accepter ce processus de soins autogérés. Par exemple, au cours du Mozambique, les femmes qui ont eu accès, les femmes, la majorité des cliniques ont demandé aux femmes de ne pas venir dans ces cliniques qui étaient déjà surchargées par la COVID, par les soins de COVID. Donc il faut commencer par le suivi et continuer sur la possibilité d'offrir la contraception pour que ces femmes aient accès à toutes les informations et à tous les médicaments possibles. Et donc, il faut faire en sorte que ces soins personnels fassent partie intégrante du package de l'ensemble des soins
Donc, il a déjà lieu, mais il faut faire en sorte que ce soit un petit peu plus public. Excellent point de vue, Chris. Je voudrais juste ajouter quelques petites choses ou que l'avortement médicamenteux a été introduit, donc il y a eu augmentation, mais aussi il y a eu un déclin de l'utilisation de l'avortement par le biais des cliniques. Par exemple, en Scandinavie, 90% des avortements ont lieu de façon médicamenteuse. Aux États-Unis, c'est 40%. Et c'est fantastique et on soutient cela, mais il faut aussi garder à l'esprit que MVA, que EVA, que ces avortements cliniques sont toujours très importants et il y a très souvent une poussée. Et il ne faut pas créer un écosystème où tout ce que nous avons fait, c'est oublier de former des prestataires de santé à l'avortement médicamenteux et pas à ceux à clinique, parce qu'ils sont tout aussi valides et valables et ils existent à juste titre. Donc, on a vu l'impact sur ces avortements. Donc, il faut garder ces formations de ces prestataires de santé parce qu'ils vont en avoir besoin, parce que quelqu'un va peut-être avoir besoin d'avoir accès à ces soins post-avortement. Donc, il faut continuer à former ces gens. Il faut toujours qu'ils aient les compétences nécessaires. Absolument. On ne peut pas osciller d'un côté ou d'un côté ou dans un autre. Ça n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Et il faut. Claire, vous avez droit au dernier commentaire ici. Beaucoup de pression. Je voulais juste dire ce qu'a dit Chris. Il faut aider ces gens, que ce soit sur le terrain, qu'ils soient autogérés ou pas. Donc, il y a énormément d'intérêt à ce sujet, sur le sujet, et c'est tout à fait remarquable et c'est formidable. Mais il y a des gens qui préfèrent aller dans une clinique parce que pour eux, c'est plus sûr. C'est une perception, mais c'est comme ça. Donc, on ne peut pas aller trop d'un côté ou trop d'un autre. Il faut que ce soit d'une option intégrée. Excellent point pour conclure ici. Et vous avez fait exactement ce qu'on attendait de vous. Donc, merci pour vos interventions. Il faut faire en sorte d'éduquer nos donateurs, nos bailleurs, de façon holistique et de façon globale, il faut les financements pour le travail de plaidoyer. Nous avons besoin de soutien, de financement, de travail auprès des gouvernements pour tout le travail qui est à faire. Je suis vraiment reconnaissante à vous tous pour vos interventions aujourd'hui. Et à Sybille aussi, Steve, Claire, Chris, mais aussi à nos partenaires, tous nos amis qui sont aujourd'hui présents en ligne. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour vos commentaires et vos questions. Merci à tous aux présents et au staff, à l'interprétation. Et nous voulons faire en sorte de fournir ces informations à d'autres langues que l'anglais, mais nous voulons que vous rendiez compte à quel point c'est très important d'avoir ces sessions dans d'autres langues. Merci beaucoup, à la prochaine.